Prophète des temps modernes, il se fait chantre du vécu de tout jeune Africain. Il a prophétisé sur sa vie avec un premier single, Mon heure a sonné. On a eu Le Temps, Élevé, Abidjan Puissance, tous ces singles auréolés de succès. Avec lui ce soir, nous allons parler de la galère. Nous allons la définir. Nous allons conjuguer également que ce soit le passé simple dont il est friand. Et on va parler surtout du football parce que l'actualité, c'est le ballon d'or, forcément. Notre invité est Kérosène. On commence par la galère. Hein? Pourquoi par la galère? C'est quand on dit Kérosène, forcément, le sémiotique identitaire, tout de suite, c'est la galère. Ben, tu veux qu'on laisse encore mon passé? Super, parce que c'est de ça qu'il va s'agir. Oui, mais j'en ai tellement parlé. Depuis belle, je dirais, hein, j'en parle. Tu sais que On peut passer à autre chose. c'est pas faux, mais tu sais qu'on parle jamais de tout, et ça dépend de comment est-ce que si on introduit la chose. C'est ça. Pour parler d'introduction, on va définir la galère. Pour toi, la galère, c'est quoi? C'est un état d'âme. Un état d'âme. Et pourtant, la définition que donne le dictionnaire, c'est pas ça. Ah, c'est quoi? Voilà. Moi, je sais pas. La galère, c'est un bateau. C'est un bateau de guerre, tout simplement. Donc, c'est ce que je me suis amusé à regarder sur Google aujourd'hui et je vois la galère. Je dis, attends, c'est ça la galère? Alors que la galère, comme on le dit, c'est histoire pour nous de représenter une personne qui est désargentée. Et forcément, cette thématique, tu l'as développée pendant longtemps. C'était pour exprimer quoi, en gros? Je développe la thématique de la galère. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je suis plus pour l'espoir. Parce que l'espoir faisant vivre la foi, il fallait qu'à chaque fois je revienne sur les thèmes de motivation, élevé, tu seras élevé, la victoire, c'est donner la force, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, forcément, tu es comme un chantre, quelqu'un qui vient aussi pour apporter de la force à cette jeunesse qui forcément se retrouve dans tes thématiques, qui se retrouve dans toutes les valeurs que tu développes. Ces valeurs, d'où toi tu les tires? C'est-à-dire, ça fait partie, depuis que tu es tout petit, ce sont des valeurs qui font partie prenante de ta personne ou ce sont des choses que tu as découvertes dans ton cursus de vie? Non, c'est mon vécu. C'est mon vécu. Tout ce que je raconte, tout ce que j'ai raconté, c'est pas trop bon. Tout ce que je dis dans mes chansons, c'est du vécu. C'est pourquoi mes chansons sont aussi accrocheuses. Parce que les faits sont vrais. Voilà, c'est pourquoi ça touche assez. En tout cas, ce vécu, on va s'y intéresser lors de cette interview. Et dans le moins de détails, on souhaiterait avoir des choses assez exclusives. Ça, c'est un peu le propre de l'émission Actu People. Vu qu'on est vraiment dans un échange assez fraternel, on espère avoir des choses vraiment inédites. Pour parler de vécu, Kérosène, tu t'es né où? Tu as grandi dans quel quartier? Dans quelle commune? Kérosène naquit en un 24 avril à Yopougon, précisément à Sipores, à Yopougon Sipores. Et s'ensuit un cursus scolaire dans une école qui s'appelle EPP Sipores 1 jusqu'au CM2. Enfin, à partir du CM1, je pense que c'est là que la galère commence. Hein. Parce que mon père décède, ma mère était ménagère, bon, enfin, pas ménagère à plein temps, mais elle s'est débrouillée un peu, elle vendait un peu de trucs. Et nous sommes une fratrie de 7 personnes. Du coup, ma mère, elle était seule. Nous étions désavantagés par rapport aux autres frères, aux autres cousins, je sais pas ce que je veux dire. Donc, on ne comptait sur personne, on comptait sur nous-mêmes. Voilà. Et ma mère a beaucoup fait pour nous. Il s'est vu, je voyais sa souffrance, je voyais tous les efforts qu'elle faisait pour qu'on puisse avoir au moins 2 plats par jour. Tu vois. Et je suis le 5e d'une famille de 7 enfants, comme je disais tout à l'heure. Mais je me suis toujours comporté comme le grand frère. Je suis l'avant-dernier. Hein. C'est-à-dire que tu portes un peu toute la famille quelque part. Depuis mon enfance, c'est comme ça que je suis. C'est-à-dire, tu n'insultes pas mon frère, ou même tu ne manques pas de respect à ma soeur, ou soit on se bat, soit tu me frappes. J'ai toujours été comme ça. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à vivre vraiment, parce que je me suis mis au cirage.
J'ai commencé à cirer les chaussures à Siporès, devant la pharmacie Siporès. C'est comme ça que je payais mes livres. Quand j'ai eu mon entrée en sixième, c'est comme ça que je payais mes fournitures. Ah, bon, parce que je suis parti à Boisseau. Je suis parti à Boisseau parce que la mort de mon père m'a vraiment affecté. Justement, je voulais qu'on fasse justement, qu'on revienne sur ce décès-là. Oui, Lorsque ton père décède, tu es au CM2, tu avais CM1, CM1, oui, donc tu dois avoir autour de 10 ans, 11 ans. 10 ans. Comment tu as vécu cet événement? Ah, c'était très fort. Parce que mon père et moi, nous étions très intimes. Je connaissais toutes ses cachettes, je savais où je savais tous ses coins. Voilà. Donc comme ça, il tombe malade brusquement et il décède, ça m'a vraiment touché. Du coup, j'ai pas pu avoir l'entrée en sixième la première fois. Et ma mère m'a envoyé à Boisseau, chez son frère. Tu es décédé à quel âge, ton père? Mon père est décédé à 72 ans, il était vieux. Mon père est né en 1929. Il naquit même, parce que je ne veux pas dire qu'il est né. En 1929. Il est décédé à 72 ans. Il était vieux, mais en forme. Ok, bah c'est qu'il t'a eu un peu très tard quand même, Oui, non? je t'ai dit, mon frère est né à peut-être 60 ans, je crois. Ouais. Justement, lorsqu'on est dans une famille où quelque part tu es considéré comme, parce qu'un enfant de vieillesse en griffe, Mais on est pouponné, on est chouchouté, tu as eu quel genre d'enfance? Du vivant de ton père, oui, jusqu'à tes 11 ans. une enfance heureuse. C'est-à-dire, on n'avait pas grand-chose, mais j'étais heureux. Parce que mon père, comme je le disais tantôt, mon père, il m'envoyait partout. J'étais avec lui, il était chauffeur. À 7 ans perdu, il était chauffeur et j'étais toujours à côté de lui. Je partais, quand maman le cherchait, qu'on ne le voyait pas. Quand il était chauffeur, il était sur une grande ligne, il était chauffeur de car, il faisait quoi? En fait, il travaillait à la présidence, mais il était retraité. Donc, du Ok. coup, il avait des petits contrats avec des bâchers à Yopougon-Sipoles. Voilà. Il faisait un peu ses petits gombos, quoi. Comme Ah, c'est bon à savoir ça. Il était à la présidence du temps de Feu Boigny. Félix Lebrun, oui. Ah, super. Ouais, ouais, ouais. Tu as dû faire des arbres de Noël d'enfants et de personnes qui travaillent J'en ai même à pas la connu. présidence ou quoi? J'en ai pas connu. J'en ai pas connu parce que, comme je te disais, je suis. Mon père, il a été retraité. Peut-être que je ne sais même pas me connaître hein, quand il a été retraité. Donc, du coup, le fait qu'il a servi en tant que chauffeur à la présidence, après, il avait lui-même ses contrats, mais Voilà. il t'emmenait avec lui. Voilà. Quels sont les voyages dont tu te rappelles que tu as pu faire avec papa? D'abord, mais c'était pas long, c'était pas de longs voyages. Je sais qu'on partait souvent vers, comment ça s'appelle, vers le sable. C'est-à-dire, on quitte à Sipoles jusqu'au sable avant, à la sortie Du premier pont, ouais. voilà, du premier pont. Je pense que c'est le plus long voyage que je suis avec lui. Quel souvenir tu gardes de ton père? Oh, un grand monsieur, très généreux. Un monsieur très généreux. Mais vraiment, ma mère me dit souvent que tu tiens beaucoup. Quand je vois ton père. Parce que mon père partageait à telle enseigne même qu'il oubliait même ses propres enfants. Il voulait tellement faire plaisir aux, aux enfants de ses frères. Tu vois. Du coup, oublié par. Vraiment, mais je veux dire, il était trop bon. Il était trop bon. Rassemblait beaucoup rieurs, taquin. Comme moi, je suis très taquin. Je ris beaucoup, mais très colérique. Et je le suis aussi. Ah, tu es colérique. Oui, beaucoup. Parce que je suis bègue. Mon père était bègue. Tu as le portrait craché à bien des niveaux, quand même, tout de même. On poursuit avec ton cursus scolaire. Tu disais que après, c'est vrai que tu as repris la classe de CM2 oui. du fait du décès de papa, malheureusement. Et donc, tu t'es retrouvé à Boisseau. Ouais. Comment ça se passe là-bas? J'arrive à Boisseau. Le premier jour, on me demande d'aller laver la douche. Une claque. C'est quelque chose que tu n'avais jamais fait. Jamais. Ouais. Je suis devenu fou. C'était chez un tuteur ou chez un parent? Chez un oncle. Mais il me formait même. Donc là, ce monsieur, Tonton Ika, il m'a rendu garçon, homme. Parce que ce monsieur il m'a appris des valeurs. Donc on me demande d'aller laver la douche. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez là? Moi, l'enfant chouchou. De papa et maman? La Abidjanais, il est arrivé à Boisson, il avait la il dit non. Quand tu laves pas, tu manges. Au calme. Comme ça, le tonton me dit direct. Parce que je pense que après, c'est ma
ma maman qui lui avait dit tout ça. Qu'il soit dû avec moi. Donc, je suis allé, j'ai pleuré, j'ai lavé. Je suis venu laver, on dit, tu as vu, c'est propre, non? Ok. Allez, viens, tu as mangé. Le soir, on finit de manger, on me demande de laver les assiettes. Parce que chez moi, j'avais jamais, je découvrais la vie, la vraie vie. Et je lavais l'assiette. Et après, j'ai vu que tous les enfants de la maison faisaient ça aussi. Chacun balayait le salon, la cour. Bah, c'était devenu un passe-temps pour moi. Et tu restes combien d'années à Boisseau? J'ai fait 7 ans. 7 ans, de la 6e à. Non, 6 ans, non. Du CM2, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e. Donc j'ai fait 5 ans. Donc après le BPC, tu as orienté au collège moderne d'Aboisseau. J'ai eu le BPC, mais je n'ai pas été orienté. Par contre, parce que j'avais pas de bonne moyenne en classe. Ma moyenne de classe n'était pas trop bien. Du coup, on ne m'a pas orienté. Bon, il n'y avait personne pour me faire passer en seconde. Ma mère me demande de revenir à Abidjan. Je viens à Abidjan, on m'inscrit dans une école privée. Et je ne finis pas. Je ne finis pas parce qu'on n'arrivait pas à payer encore la scolarité. On n'arrivait pas. J'aime pas, je ne veux pas trop revenir sur ce genre de. Mais c'est ta vie. Sur ce moment, oui, mais ça me fatigue. Oui, je comprends. Mais c'est ce qui est intéressant en fait, parce que tout à l'heure je te dis, on allait ressasser un peu ce passé qui t'a forgé, qui a fait de toi ce que tu es devenu. Fais l'effort vraiment de nous donner quelques détails. Tu reviens en 3e, tu as le BPC malheureusement qui n'est pas orienté. Tu te retrouves donc, les parents, maman s'est débrouillée, a dit bon, tu vas pas rester à la maison, elle paye la seconde. C'était dans quelle école? IPS ou quoi? Parce que c'est le collège qui est prêt, qui a assez près. Ça s'appelle Senga. Le collège Senga, à Yopougon. Je crois que c'est Awasakara, ouais. Non, il y avait Nelson Mandela, je crois, à côté Saint-François aussi, c'était dans le même rayon, avec CEPI, tout et tout. Bah non, j'ai fréquenté à CEPI, donc tu comprends que je connais cette. Donc tu arrives à Senga, en seconde, malheureusement, tu n'arrives pas à aller au bout de tes études parce que. Non, j'y vais. Ok. Mais je ne suis pas classé. Donc, ma mère me demande ce que je veux encore. Je lui dis que je veux faire l'électronique. Donc, on m'inscrit par le biais d'un tonton. On m'inscrit dans une école, dans un lycée technique en fait. Donc on m'inscrit l'école s'appelle ACE. Donc je commence l'électronique là-bas, c'est-à-dire je passais en seconde, c'est l'équivalent. Mm-hmm. Non, en première, pardon. Je passe en première et je m'inscris aussi pour passer le BEPC en candidat libre. Mais tu l'avais obtenu pourtant. Je l'avais eu, mais je voulais une orientation. Ok. Ok, super. Voilà. Donc je me suis inscrit, je faisais juste les deux. Du coup, c'est comme si j'étais en première. C'est comme si j'étais en première. Et il y avait tellement de choses. Ma petite soeur partait à l'école, mon petit frère partait à l'école. On devait payer le cours parce que maman, c'est. Bon, j'ai dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Donc quand je suis à la maison, à chaque fois, il y a des histoires de scolarité. Quand j'entends ma petite soeur pleurer ou mon frère demander l'argent à la vieille, ça me faisait tellement mal. Donc j'ai décidé d'être disjockey. En même temps, en partant à l'école, hein, j'ai décidé d'être disjockey juste au titré. Le mât qui était juste en face de ma. Ouais. Voilà, c'est pour ouais. Un match que je connais très bien. Voilà. On va revenir sur le fait que tu étais à Senga et que les parents n'arrivaient pas à payer les cours. C'est ça. L'image forte que tu as dû garder un peu de cette histoire, je sais que jeune garçon, bluffeur, on le dit, hein, on était quand même dans la tendance tout et tout, l'époque des Vans, Sebago et autres, toujours bien mis. Malheureusement, quand on vient faire l'appel, on dit ceux qui n'ont pas payé les cours, comment est-ce que tu vivais ça? C'était frustrant? C'était frustrant. Quand je parle, je pense à ces moments-là. Parce que, tu sais, quand on est jeune, on se lance des pics, on se moque, mais sans savoir ce que ça peut vraiment faire dans la vie de quelqu'un, tu vois. On se disait ça, mais après, quand je pense aux méchancetés que nos amis disaient, c'est un peu difficile, mais je pense que c'était de notre âge. Hein. C'est notre âge, on se lançait des pics. C'était vraiment pas cool d'être en classe et on vient te faire sortir à chaque fois. C'est toi, tous les mois, c'est toi qu'on doit faire sortir. Tu vois, c'était bizarre.
Mais tout se passait de forgeat. Lorsque tu parles de ton parcours scolaire, ça me rappelle un peu à cette époque ce qu'il y avait un phénomène qui avait pignon sur rue, c'était le bord d'enjaillement. Tu as connu ça? C'est la même époque, bien sûr. Je quittais même à Boisseau pour le lycée technique. Oui, pardon, le lycée à Tekoubé, là. Oui, lycée municipal à Tekoubé. Parce que tous mes amis étaient boromanes. Et pour avoir une go, tu connais le mouvement, il fallait être dans il y avait Zena la guerrière, il y avait... Zena, il y avait Pigues. Ouais. Séguès qui est décédé à Yopougon et il est décédé vers comment s'appelle le quartier? Vers Port-Boué 2. Il y en a eu beaucoup de morts. Hein. Beaucoup de morts. T'as pas tenté de faire le boroman, toi? Mais j'étais boroman. Ah, t'as fait le boroman aussi? J'étais boroman, mais j'étais un peu en retrait parce que ma mère était tellement... Mais toi, ton nom d'Anjaya, c'était... Kouzo. K-O-U-Z-O. Kouzo. C'est-à-dire, quand on bossait ça, c'était Kouzo. Je n'étais pas trop connu dans le mouvement parce que je venais de la Poisson. Ok. Les gars, c'est les Badji, Atom. Et il y a un qui chantait aussi, qui chante les Madès de. Comment ça s'appelle les gars? Miwayo. Ah ouais, Akenuma, Ayano. Ayano, voilà. Okay, ouais. Voilà. Ce sont les gars du bureau. Lorsque tu parles de cette époque d'insouciance où vous étiez jeunes à mettre votre vie en péril par des saltos sur les bus, parce que le bord d'enjaillement c'était ça. C'était que les garçons défiaient un peu, vous allez voir les bus qui roulaient, et la personne qui va faire des tapis de freaking soit sur le toit ou même sur les vitres, voilà, faire des figures acrobatiques, et c'était ça le bord d'enjaillement. Malheureusement, heureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus dans le système scolaire, on applaudit. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans votre tête à cette époque-là pour vous adonner à de tels jeux? On n'avait pas le choix. Il fallait plaire. Enfant de pauvre, on n'avait rien pour se faire aimer. C'était par le bord d'enjaillement. On quittait York pour Cocody à la Joconde. On était fous. On partait à Trècheville, à LMT, au lycée municipal de Trècheville. Après, s'en est suivi des gangs. Hein. Ouais. Oui. On a perdu comme ça quelqu'un là un jour. Comment il s'appelle déjà? Un 10 heures. La première fois de voir, on pique quelqu'un avec un couteau empoisonné. Il est décédé. Comment il s'appelait déjà? J'oublie. Merde. Les Brahmans qui suivent sur cette interview, ouais. Ils diront le nom, c'était à LMT. Il a été poignardé comme ça. Donc, on vivait dans cette impasse-là. Lorsqu'on est jeune, justement, et qu'on fricote avec un milieu aussi violent, le bord d'enjaillement, enfin, où on se tue comme ça, toi, est-ce que tu n'es pas influencé quelque part, tu te dis, mais je vais devenir un caïd au final, ou comment tu arrives à t'en sortir, à te dire, bon, je vais me soustraire de ce milieu aussi violent? En fait, nous, les enfants de Cipolès, nous avions un plan. Ok. C'est-à-dire, on n'allait pas au-delà du bord d'enjaillement. C'est-à-dire, parce que d'autres. Vous aviez les limites. On avait des limites, d'autres. C'était la drogue et il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de vices. Mais nous, on partait dans les écoles pour avoir des goûts. C'est-à-dire. Vous, c'était pour frimer. Frimer, le goût arrive, tu as tes nouveaux lesquels, tu as attaché ton bandana, un drapeau d'Amérique, ou bien du Libéria, un truc comme ça. C'était quand tu as un débardeur blanc, ton pantalon kaki. Quand tu vois les images défiler, ça fait quoi? En fait, je viens de voir. Quand on partait au CMI, au collège moderne de Yopougon, je pense qu'il a changé de nom. Ouais, bah, en ce temps, c'était le collège moderne. C'était le 38. C'est ça. Quand le 38 arrive comme ça, laisse tomber, c'est le fou. Non, on était euphorique. C'était un truc de fou. Ça venait dans une certaine transe. Les gros cris. Et moi, j'étais voyant aussi, je faisais de tam-tam souvent, ça allait de paix. Donès, les picots, les gars. Ouais, des leaders, ouais. Les leaders, tout ça, ce sont les borobates. En fait, chacun avait son carnaval. Nous, on était ensemble, on était voyants, on était chocos. Nous, on vient, on attrape un peu les vitraux du bus, on descend, on se fait les magasins, on cause, et puis tu vois. Mais les autres, ils étaient vraiment dans. Ils étaient à fond. Il y en a qui étaient vraiment comme Pigues. C'était le boss.
Je sais pas où il est maintenant, mais j'espère bien Que la vivant. qu'il est vivant, ouais. Le plus long du monde, Wow. mesurait 4 mètres. Non, c'est abusé là. C'est vrai, rentrer dans les. Il était grand, très grand. Ok. Bah, du coup, tu disais que c'était pour avoir les meufs, pour avoir les femmes. Nous, c'était pour frimer. Hein, Quels sont les goûts que toi tu as pu avoir à cette époque dans cette histoire de Bolo? Je peux m'en souvenir. Mais il y a une qui a dû te marquer forcément. Non, il y a une, mais il est tapé pour trouver la fin. En fait, je le connais aussi, mais ça s'appelle comment? Si mes amis de Cyprus, les gars vont savoir de qui je parlais, ça s'appelle comment? Alexia ou bien, je sais pas. Faut que tout son nom. Ok. Il est tapé pour toi, hein? Ouais. Faut qu'il explique ça. La stratégie n'était pas bonne ou qu'est-ce que tu veux qu'elle te reflète? La gauche, je l'ai connue au CMI. Mhm. Donc, si elle a pu arriver à Cyprus, c'est qu'elle était consentante. Ok. Que c'est qu'elle me kiffait plus quelque part. Je n'ai pas pu aller au bout du jeu. Tu vois, on nous sommes restés là. Tu dragues, elle vient te voir. Au final, tu ne concrétises pas. Parce que tu étais un peu mouillé, comme on le dit, ou bien. Mais c'était quoi le problème? Je pense que la gomme, elle m'a vu je sais pas, en moisi. Peut-être parce qu'elle est venue me voir aujourd'hui, j'ai payé un Fanta. Et nous partageons le Fanta. Tu t'en veux de moi. Ah ouais. Elle a eu une mauvaise image de moi quand même, parce que elle a dû se dire, ben attends, quelqu'un qui partage avec. C'est quand même, mes amis sont venus. Mais toi, mais je vais dire quel problème. Laisse la robe, soit tu laisses la robe boire le Fanta seul. Et puis quand tu bois de l'eau, oui, voilà. ça aurait été plus simple. Ou bien tu bois ta petite tubac, je sais pas. Non, rien, soit tu bois, tu dis que voilà. tu vas manger. Mais on a partagé. Nous partageons. Et ça a dû laisser un mauvais souvenir. Elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Elle habitait à la CDC. Lorsqu'elle va voir aujourd'hui cette interview, elle dit, ah ouais, quand je lui dis que Kérosène m'a dragué en ce temps, pas du tout pensé que c'était amusement. Et en plus, je l'ai fatigué. Ben, c'est la petite parenthèse. Tu continues tes études, tu te soustrais en tout cas de ce milieu et tu vas faire des études en électronique. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, mais je n'étais pas fort. En électronique même, je n'étais pas fort. J'étais bon en électricité. C'est de là que vient d'ailleurs mon nom Kérosène. Ah, ok. Quand on donnait les devoirs d'électronique, je mettais mon nom, prénom, observation, note, je laissais la feuille, je sortais. Du coup, parce que j'aime pas tricher. Du coup, le prof me dit, mais tu es rapide, hein? Tu es rapide comme le Kérosène. Tu fais en 2 minutes, quand tu as fini ton devoir. Je me souviens pas comment. Mes amis se moquaient de moi comme ça, Kérosène. Et puis, c'est resté sûr. C'est clair que tu n'es pas allé loin dans cette filière, au final, puisque c'est là que, vu que tu étais DJ en même temps et tu faisais des études en électronique. Je vais passer le BT, qui équivaut au bac. C'est là que j'ai arrêté, en fait, à la fin de ma 2e année en électronique. Et tu arrêtes? Oui, j'ai arrêté parce que il y avait beaucoup de choses à payer. Hein. En plus des cahiers, on a du matériel à acheter. Ouais, c'est une filière technique quand même. Ouais, il y a la pratique qui va avec. Donc tout le matériel pour exercer cette pratique, c'était pas évident. Et tu commençais à être passionné aussi par le monde de la nuit. Tu étais un DJ reconnu au titré. J'ai déjà pris goût. Voilà. Tes premiers pas au titré. Le premier jour où tu prends le micro dans une cabine de DJ jockey. C'est au titré. Comment ça se passe? C'est-à-dire, le maquillage. Parce qu'à la base, je suis un enfant des garagistes. Ils nous apprenaient à taper les tam-tams, à Royo et tout. Et mes amis étaient mixeurs dans le D-Maki. Mais il n'y avait pas d'animateur. Il n'y avait pas d'animateur. Donc les gars, à chaque fois, ils jouaient seulement la musique. Ils parlaient un peu, mais il n'y avait pas d'animateur. Donc un jour, il y a un ami qui est venu à bout. Il a fait une journée, il a eu au moins peut-être 12 000 francs CFA. En une journée. Il m'a joué, toi, on t'a dit de venir, tu t'arrêtes à la fenêtre, tu nous regardes. Oh, venez, viens, ça, tu es beau. C'est comme ça, il rentre dans la cabine, on met un beat. En fait, j'étais tout petit, mais j'avais une voix de ouf. Comme celle que tu as aujourd'hui, tu as une voix qui porte, franchement. Oui. Quand il y a un voyage comme ça, laisse tomber. Elle te rappelle de cet Atalakou que tu as sorti. Si tu peux nous le sortir en exclusivité. Et est-ce que je me souviens? C'était un truc de patrouille des stars ou Welasson.
Ouais, vous t'avez dit de manati de Kuba, Kubu Tridaye. Mati Kare Tabane Tamane Amale, Madame Godo. Wata wani na mane na wane, ne. Kerozani ke wa kwembo, azo babo bajakola. Hey! On connaît pas les paroles, mais on y met, tu vois. Donc, les gars sont devenus fous. Joël a quitté Ouro. C'est comme ça que je deviens Kéro. Avant, je m'appelais DJ Chano, le Kérosène d'Abidjan. Ça, c'était mon nom, DJ Chano, parce que mon meilleur ami s'appelait Chino. Donc, ça s'appelait Chino Chano, DJ Chano, le Kérosène d'Abidjan. Et voilà comment le kérosène commence à se propulser. Dieu par sa grâce. Amen. Et il se retrouve à la rue Princesse, au ministère de la Joie. Oui, comme par hasard, du pur hasard. Il y avait les résultats du bac, une fois, et il n'y avait pas de... Il manquait de DJ, il n'y avait pas Zephy, il n'y avait pas Ramsey Werason, il n'y avait pas Frankie DiCaprio, il n'y avait personne. Et le propriétaire du maquis avait pour neveu un ami à moi. Du coup, il appelle à cette police. Est-ce que tu peux venir? Parce que le maquis est vide, les bacheliers sont là. Il dit non, ici, il y a les clients aussi. Il dit non, que vous allez, viens, pardon. Comme ça, je prends le taxi, j'y vais. Je vois les appareils, c'était un autre level. Ça n'a rien à voir avec les appareils du titré. Il dit, mais on fait comment? Je ne sais pas comment il fait. Il dit, bon, ce que la chose la plus simple, c'est de mettre les CD derrière les noms des chansons, je joue. Parce que je ne savais pas bien mixer. Donc, je prends les CD, il mettait les sons qui nous servent, c'était quoi? Je ne me souviens plus, mais il mettait ce moment, la foule était là. Mais je calais les beats et il faisait les donc le maquis était en ébullition. Et Maman Grâce est venue, tu la connais? Maman Grâce, le propriétaire du maquis. Et elle vient, elle me voit. J'ai pris peur, je voulais laisser. Elle a dit non, vas-y, fini. Après, on va se parler. Genre, elle m'a un peu effrayé, elle m'a intimidé. Le soir, arrivent maintenant les DJ reconnus, les DJ titulaires. Donc je dis, ah, ouais, pas là, maman, moi, il est parti. Il dit non. Tu fais quoi? Il dit non, moi, je viens de laisser l'école, tout ça. Elle dit bon, je lui ai dit que j'avais le BPC à passer en candidat. Elle dit, ben, tu comme ça si je ne m'abuse. Donc c'est comme ça, elle me laisse. C'est comme ça que je deviens DJ du ministère de la Joie. Sans contrat. Sans contrat. Comme ça, le même jour. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, dans ma vie, beaucoup de chance. Laisse tomber. Et Boulevard DJ, 2 mois après, même pas 2 mois, je pense 45 jours, on était en Atalakou avec Zéphi Konon, nous étions en train de vendre les vins mousseux un samedi. Et David Tarot, le père, je profite de l'occasion pour lui faire un coucou. Ah oui, au maquis, il voit la terre. C'est-à-dire des envolées, des trucs. Il dit, ah, c'est ça. Les gars, il voit mon manga, mais on peut les produire. Ça, c'est des bons gars. C'est comme ça que naît le groupe Boulevard DJ. Donc, du coup, j'ai pas trop galéré à la rue Princesse. J'ai eu beaucoup de chance. Le succès est arrivé d'un trait. Et avec votre single La danse de la moto. C'est le feu. Bim bam. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez en tournée européenne. C'est ça. Ça se passe en quelle année? La première ville ou bien le premier pays que vous visitez? 2006, février 2006. 2 février, précisément parce que je ne peux jamais oublier ça. 2006, c'était Genève. On arrive à Genève. En Suisse. Le grand Genève. Il dit non, il faut appuyer. Non, Dieu n'y va. Ouais. Il dit, attends, Joël à Genève. Ils sont arrivés, nous ont mis dans notre résidence et tout. La première chose que j'ai faite, il y a tous mes amis du quartier m'ont dit, Joe, quand tu arrives, il faut nous appeler, on entend ta voix de la voix. Donc j'ai essayé sur Messenger, les gars n'étaient pas connectés. Du coup, on a rechargé, on a pris une carte, là, je suis allé à la cabine téléphonique. Il en s'appelle. Tout le quartier était là. On vient entendre Joël en direct de Genève. En fait,
les réseaux sociaux n'étaient pas développés en ce moment. Ouais, c'est clair, 2006. Oui, ça nous a permis d'évoluer tout doucement quand même. Oui, Parce que oui. maintenant, il y a tellement de bruissements, c'est pas évident aussi. Hein. Comme ça. Pour nos enfants, On a été pour la génération actuelle, c'est pas évident. risqué. Donc, tout le cas, toutes les go étaient là, les amis, chacun veut parler à Joël. Ah, Joël, j'ai fait une carte de 10 francs suisses.